En 2025, attention, il y a du changement dans l'air pour la fiscalité israélienne sur les hauts revenus. Et si des revenus importants proviennent du capital, eh bien cette réforme est particulièrement à surveiller. On va décortiquer ça ensemble. Alors, la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres, est-ce que les revenus du capital vont être plus taxés? C'est exactement ce qu'on va éclaircir. Pour y voir clair, voici notre plan de match. On va d'abord poser les bases de cet impôt. Ensuite, on plongera dans le détail de la réforme de 2025. On verra la nouvelle distinction entre revenus du travail et du capital. Puis on fera quelques calculs avec des scénarios concrets. Et enfin, le plus important, on explorera des stratégies pour bien s'y préparer. Bon, avant de décortiquer la réforme, revenons un peu en arrière. C'est quoi, au juste, cet impôt sur les hauts revenus? En Israël, on l'appelle le Mas Issaf. C'est tout simplement une surtaxe qui s'ajoute pour les contribuables qui dépassent un certain seuil de revenus. Si on regarde son histoire, on voit que la tendance est claire. Ça se durcit. Introduit en 2013, le taux a augmenté et le seuil a baissé en 2017. Et là, le point culminant, c'est ce qui arrive à partir de 2025. Le seuil est gelé pour 3 ans. Ça peut paraître anodin, mais avec l'inflation, ça aura un impact bien réel. Ok, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va changer concrètement en 2025? Jusqu'à maintenant, la règle était assez simple. Une surtaxe de 3% s'appliquait sur la part des revenus qui dépassait le seuil annuel. Et voilà, la grosse nouveauté de cette réforme. On ajoute 2% de plus. Mais, attention, pas sur n'importe quoi. C'est très ciblé, uniquement sur les revenus du capital qui dépassent le seuil. Ce qui porte la surtaxe totale sur ces gains à 5%. Donc, si on résume, il y a vraiment 2 changements fondamentaux. D'un côté, cette nouvelle taxe qui vise spécifiquement les gains capital. De l'autre, ce gel du seuil de revenus. Et ce deuxième point, il est crucial, parce qu'avec l'inflation qui continue de grignoter le pouvoir d'achat, ça veut dire que mécaniquement, de plus en plus de contribuables vont se retrouver concernés au fil des ans. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La réforme crée une séparation très nette entre 2 grandes familles de revenus. Comprendre cette distinction, c'est la clé pour tout saisir. Regardez, c'est limpide. D'un côté, on a ce qu'on appelle les revenus du travail, ou Yega Ishit. Ça inclut les salaires, les revenus des indépendants, les retraites. Eux, ils restent soumis à la surtaxe de 3%. De l'autre côté, les revenus du capital, ou Oniot. Plus-value, dividendes, intérêts, loyers. Et c'est là que le bas blesse. Eux sont soumis à la surtaxe cumulative de 5%. Ah, et un point super important à garder en tête, on parle toujours de revenus imposables. C'est-à-dire le montant qu'il reste après avoir appliqué toutes les déductions et les exonérations possibles. Ce n'est pas le revenu brut. Attention, la nuance est de taille. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut d'exemple concret pour voir comment ça marche. Allez, on se lance dans les calculs en se basant sur le seuil de 2025 qui est de 721 560 shekels. Alors le premier scénario, facile, le revenu total est sous le seuil, donc pas de surtaxe. Le deuxième, on dépasse le seuil total, mais pas celui du capital, donc on a juste la surtaxe classique de 3%. Mais le troisième quart, c'est là que tout change. Non seulement le revenu total dépasse le seuil, mais le revenu du capital aussi. Et paf, c'est là que les 2 surtaxes, l'ancienne de 3% et la nouvelle de 2%, se déclenchent et se cumulent. C'est vraiment le point à comprendre. Une question qui revient tout le temps, et c'est logique. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement étaler un gros revenu sur plusieurs années pour bien passer sous les radars de la surtaxe? Eh bien, la loi est très claire là-dessus. Pour certains revenus très spécifiques, comme des indemnités de licenciement, oui, l'étalement est possible. Mais, et c'est un grand mais, la jurisprudence a tranché. Pour les plus-values en capital, dans le cadre du calcul de la surtaxe, c'est non. Tout est considéré comme perçu en une seule année. La porte est fermée. Ok, donc le cadre est posé, les règles sont plus complexes. Alors, que faire? Comment s'adapter? C'est maintenant qu'on passe à la partie la plus intéressante, la stratégie. Alors, comment optimiser sa situation face à tout ça? La réponse tient en un mot, l'anticipation. Il faut devenir proactif. Voyons quelques pistes concrètes. En fait, l'idée principale, c'est de jouer avec le calendrier. Il s'agit de piloter activement le moment où l'on réalise ses gains pour rester sous le seuil chaque année. Ça peut vouloir dire échelonner la vente d'actions sur 2 années fiscales, par exemple. Ou encore planifier très soigneusement une vente immobilière. Une autre stratégie clé, c'est d'utiliser les moins-values, les pertes en capital, pour venir compenser les plus-values. Et pour les indépendants, ça peut même être de bien anticiper ses dépenses professionnelles pour réduire le revenu imposable des grosses années. Finalement, tout se résume un peu à cette idée. Bien connaître la structure de ses revenus et la combiner avec une planification fiscale intelligente, c'est ce qui permettra d'éviter de payer des impôts inutiles et d'optimiser sa situation financière. La préparation est vraiment, plus que jamais, la clé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réforme ajoute une vraie couche de complexité à la fiscalité. Essayer de naviguer dans ces nouvelles règles sans aide, ça devient très risqué. L'accompagnement par un professionnel n'est plus vraiment une option, mais plutôt une nécessité.
Et ça nous amène à la question finale et la plus importante, est-ce que son patrimoine est vraiment prêt à l'affronter 2025 ?